Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être devant vous et je vais vous présenter aujourd'hui un bout de ma thèse, en fait, qui est beaucoup plus centrée sur la philosophie morale et l'éthique. Et bien sûr, ma thèse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est concentrée sur la figure de l'androïde dans la science-fiction et notamment dans le jeu vidéo, donc l'androïde radical en particulier. Donc, je vous ai mis ce titre. J'imagine que ça vous éveille certains mots, vous avez quelque chose. J'espère, mais je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement parce que j'ai mis beaucoup de choses en fait à l'intérieur. Donc, je vais vous parler d'incarnation vidéoludique, mais en particulier l'incarnation de l'androïde. Donc, je vais vous parler en fait de ce qui se passe quand on incarne l'androïde dans le jeu vidéo, notamment ce jeu, le pronom « je » qui va se doubler. On est humain et androïde, mais on a ce jeu finalement qui s'installe entre nos deux identités. Donc il y a de l'identité là-dedans, mais il y a aussi de la vulnérabilité, parce que quand on a affaire avec l'androïde, il y a des questions philosophiques, morales et éthiques qui se mettent en place. Donc je vais utiliser notamment la notion de visage de Lévinas, philosophe, mais aussi la critique que d'autres philosophes comme Derrida et Judith Butler ont fait du visage et de ses limites. Donc, première chose, qu'est-ce que l'androïde radical, puisque j'en parle? L'androïde radical, en fait, c'est l'androïde extrême dans sa représentation humaine. Okay, donc, c'est ce genre d'androïdes qui sont extrêmement humains, qui sont radicalement humains, aussi bien physiquement, cognitivement, émotionnellement, etc. Donc, on a bien sûr dans la fiction différentes œuvres qui nous rappellent cet androïde radical. Donc, je vous ai mis ici le visage de deux androïdes radicaux en particulier pour vous illustrer vraiment ce que ça veut dire. Donc, je vais vous parler de Detroit Become Human, particulièrement aujourd'hui, puisque ça implique des questions philosophiques, morales et éthiques. En fait, pour vous résumer rapidement, le jeu, ça se passe dans le futur, en l'an 2038, à Detroit, aux États-Unis, comme le titre l'indique. Et il y a l'androïde qui est mis en avant dans ce jeu. Il est central, c'est un personnage qui est manufacturé par l'entreprise CyberLife. Et il sert, il aide, il assiste les humains. C'est vraiment une main-d'œuvre dans le jeu. Et donc, on peut voir l'androïde dans le jeu comme une représentation universelle de minorités, tout type de minorités, ethniques, raciales, sexuelles, d'un point de vue politique. Donc, il y a ce background-là. Et en termes de jouabilité, c'est très simple. On incarne ces trois personnages à tour de rôle. Du coup, on a des choix multiples en fait, qui s'offrent à nous. Et à la fin de chaque chapitre, on a une arborescence qui va se présenter à nous et nous montrer le chemin qu'on a emprunté et les chemins qu'on n'a pas empruntés. Donc, en fait, pour vous donner une idée de ces androïdes qu'il y a dans Detroit Become Human, ce sont souvent des gens blessés, des gens défigurés, des gens tués. La représentation d'androïdes victimes de la violence humaine est omniprésente dans le jeu. Et c'est pourtant 3 androïdes et non pas des humains qu'on propose aux joueurs d'incarner. Donc dans la peau de sa doublure, le joueur est déplacé. Le joueur adopte une perspective, une identité double. Il est à la fois humain en tant que joueur, une figure d'autorité, une figure de pouvoir, mais il est aussi androïde quand il joue. Il est une figure de vulnérabilité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette problématique en particulier. Je vous la lis. Comment l'autorité humaine, le pouvoir humain, sont menacés par la figure vulnérable de l'androïde dans le jeu vidéo Detroit Become Human. Donc j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de cohérent en termes de plan, que ça s'enchaîne assez naturellement. Donc en première partie, je vais vous parler de l'intrigue, ce qui est la base, okay, pour analyser ce jeu. Je vais vous parler du conflit qu'il y a entre... Anyways, c'est une erreur de ma part. Mais on va d'abord parler du conflit entre l'humain et l'androïde. Donc ça, c'est l'intrigue principale. Ensuite, on va se positionner et se dire finalement, quand on rentre dans le corps de l'androïde, qu'est-ce qui devient de ce conflit? Puisqu'on est les deux en même temps. Donc est-ce qu'il y a un conflit qui reste finalement? Qu'est-ce qui arrive entre l'incarnation et l'intrigue?
Et enfin, cela va nous mener à la dernière partie, la partie où on va, en tant que joueur, devoir répondre de son autorité, devoir répondre de son humanité, finalement, face au visage de l'Android. Alors, commençons par le commencement, première partie. Donc, finalement, le conflit entre Android et humain, c'est une approche typique narrative du récit de l'Android. Et on voit souvent les androïdes qui sont sous l'emprise d'une autorité humaine qui devient autoritaire même. Et du coup, ça amène ces androïdes à se rebeller. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, enfin, je ne vous l'ai pas mentionné encore, mais l'androïde est une créature faite par la main de l'homme. C'est sa définition même en tant que figure fictionnelle. Et le créateur des androïdes dans Detroit, c'est Kamsky. Kamsky, ce qui est intéressant, c'est que donc il est Dieu des androïdes dans Detroit, mais il est aussi gérant d'entreprise. Donc il y a ce côté-là, cette autorité divine qu'il a, mais il a aussi une autorité capitaliste, patriarcale. Donc il y a un lien filial finalement qui se crée entre l'androïde et son créateur Kamsky, un lien filial où Kamsky est un père. Le père avec un P minuscule et le père avec un P majuscule, au sens où il est le patriarche des androïdes, mais il est aussi le Dieu, le Père. Donc il y a vraiment une superposition d'autorité dont il jouit, l'autorité divine et l'autorité politique patriarcale et capitaliste. Donc qui dit autorité divine dit texte divin. Et tout simplement, quand on pense à l'Android, on pense au code, au programme de l'Android. Donc le texte divin de l'Android, c'est son programme. Et c'est Kamsky qui a créé le programme, ce texte divin. Et on voit ce texte divin se manifester dans l'intrigue. On a notamment un commandement qui est vraiment omniprésent dans la fiction d'Android, qui vient d'Asimov, celui de ne pas tuer les humains. Et on voit Connor, dans ce chapitre-là, qui dit à un androïde qui a tué son maître humain, il dit You know you're not allowed to endanger human life under any circumstance. Donc ça nous rappelle les lois de la robotique d'Asimov, bien sûr. Et c'est pas dans la... Ouf, il faut que je me calme. Alors, donc tout de suite, avec ce personnage en particulier qui a tué son maître humain, c'est bizarrement lui qui est criblé de balles, qui est blessé, qui est brûlé, qui a été brûlé par son être humain. C'est lui qui annonce le renversement de l'autorité humaine dans Detroit. Il dit notamment cette phrase au tout début du jeu, il dit « The day shall come when we will no longer be slaves. No more threats, no more humiliation, we will be the masters. » Donc c'est assez fascinant qu'une figure aussi vulnérable que ce personnage nous annonce la fin de l'autorité humaine dans Detroit. Donc ça, il murmure un soupçon de rébellion, de révolution dès le début du jeu, ce qui nous donne tout de suite le ton du jeu. Donc comment est-ce que les androïdes se rebellent finalement dans Detroit? C'est l'intrigue même du jeu, se rebeller. Et on utilise le mot deviant dans Detroit Become Human. Donc les androïdes qui dévient sont appelés les deviants et c'est vu comme un acte d'autodétermination. C'est vu comme un acte où ils prennent contrôle de leur propre vie, de leur propre humanité, on va dire. Et ça, on le voit très bien dans Stormy Night, avec le personnage de Kara, notamment, où, vous voyez, sur son mur, en fait, qu'elle est en train de briser, son mur psychologique, son programme qu'elle est en train de briser, c'est écrit « Don't move ». C'est l'ordre que lui a donné son maître. « Don't move ». Donc, si elle désobéit à cela, elle devient déviante. Et donc, le joueur ici, qui appuie sur la touche L1 et qui fait une combinaison de touches, va donc agir et libérer Kara de l'autorité humaine. Donc, il y a un soupçon quand même pendant tout le jeu, notamment au chapitre 27, où c'est vraiment nommé que Kamsky, en fait, c'est lui qui a mis dans le programme des androïdes la désobéissance. Donc d'un coup, on se dit finalement, si la désobéissance est dans le programme même, est-ce que l'androïde a une liberté factice? Est-ce qu'il y a un réel libre arbitre chez l'androïde?
Et du coup, nous, en tant qu'humains qui jouons à cet Android, on se pose nous-mêmes la question, est-ce que j'ai une autorité? Est-ce que j'ai un libre arbitre dans ce jeu, premièrement? Et on peut aussi se poser la question philosophique dans notre existence, bien sûr. Et j'aimerais souligner une autre chose très importante, c'est que dans Detroit, les moments où nos personnages deviennent déviants, c'est des moments d'autodéfense, souvent, où leur vie est mise en danger. Donc il y a vraiment des moments où, par exemple celui-ci, où Marcus est vraiment, il va se faire battre par un être humain, et encore une fois, on lui demande de ne pas se défendre, de ne rien faire, de ne pas bouger. Et donc, on leur enlève à ces androïdes le droit de se défendre et le droit à la vie, d'une certaine manière. Donc, on voit bien que c'est des personnages très vulnérables d'un point de vue même politique, puisque c'est leur programme qui à la fois est divin et aussi une loi d'une certaine manière sociale qui les empêche finalement d'avoir un pouvoir. Et donc, ils sont toujours vulnérables. Donc là, on se dit clairement, c'est plus une autorité humaine que les humains de Detroit ont, c'est vraiment un autoritarisme humain. Et ça se traduit très bien par le langage utilisé dans le jeu. Donc, souvent, dans le jeu, on dit que les androïdes sont it. Donc, le pronom it qui est utilisé. Donc, it en anglais, bien sûr, c'est pour désigner les non-humains, tout ce qui est objet, animal. Et là, j'utilise Derrida, qui parle justement de la dichotomie, d'une sorte de dualité à l'intérieur même de la figure de l'animal, qui nous est très utilisée. Derrida parle de la bête et du souverain dans son séminaire qui s'appelle La bête et le souverain. Il nous dit, je cite, « La bête est le souverain, la bête est le souverain, ainsi s'annoncerait d'abord notre couple, un duo, voire un duel, mais aussi une alliance, qui les opposerait ou juxtaposerait comme deux espèces de vivants radicalement hétérogènes l'un à l'autre, l'un infrahumain, l'autre humain, voire surhumain. » Donc la bête ici, on pourrait dire que c'est l'androïde, le souverain l'humain, mais c'est pas aussi simple, parce que dès qu'on dit que l'androïde est d'une certaine manière un animal, est mis sous le rang d'animal, il est lui-même duel à l'intérieur de lui. Donc il est la bête sacrificielle, qu'on va toujours mettre dans une position vulnérable, mais il est, le verbe être, il est aussi souverain. En fait, il y a une dualité chez l'androïde où il est à la fois vulnérable, donc la bête sacrificielle, mais il peut très bien être vu comme le Léviathan chez Hobbes. Ok, donc Carlos, que je vous ai montré, l'androïde ici, qui est blessé, lui, il est les deux en même temps. Il est la bête sacrificielle qui a fui son sacrifice et qui est devenu d'une certaine manière son propre souverain. Et il menace toute l'humanité dans Detroit par son caractère de Léviathan. Voilà, donc ça conclut à peu près ma première partie et je vais vous passer... Il me reste 8 minutes, mais bon. Ça va être compliqué. Je voulais vous parler du langage encore et comme quoi il subvertit le langage. Le langage, c'est un moyen d'oppression des humains, puisqu'ils utilisent it pour désigner l'androïde. Carlos, il va se réapproprier le langage humain en mettant sur le mur après le meurtre qu'il commet, I am alive. Du coup, il devient ici, il acquiert une sorte de pouvoir. Mais je passe tout de suite à la deuxième partie où en fait il est question, je vais vous parler de l'incarnation en particulier. Donc l'incarnation, elle pose un problème, c'est que le conflit entre humain et androïde, dès qu'on incarne l'androïde, il devient caduque, okay, puisqu'on est les deux en même temps. Donc là, j'utilise beaucoup l'étymologie des mots dans ma recherche, et l'étymologie du mot host, il est très lié donc, à un côté positif, host, hospitality, mais aussi hostage et hostility. L'androïde, c'est les quatre en même temps. Okay, il est l'hôte de l'humain, il est l'otage des humains de Detroit, il est hospitalier pour le joueur, il accueille le joueur dans son corps, mais il est aussi hostile d'une certaine manière, comme je vous l'ai dit, le conflit entre humain et androïde. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement quand nous, en tant que joueurs, on va s'incarner dans l'androïde? Il va y avoir un schéma qui se met en place. On va passer d'humain
en se branchant à la machine console, on va devenir des cyborgs, on va devenir des transhumains. Okay, on va être augmenté par la machine prothèse, et on va se rapprocher philosophiquement, puisqu'on devient d'une certaine manière en partie machine, on va se rapprocher de l'android qui est une machine. Ensuite, après qu'on s'est greffé à la console, on devient Android, et d'Android, on redevient humain, parce que c'est le titre même du jeu qui nous l'indique, Become Human. Okay, donc il y a un cercle comme ça qui se met en place. Je vais directement passer à la dernière partie, malheureusement, pour vous parler du visage, notamment. Donc, en fait, quand j'utilise le visage chez Lévinas, c'est un moyen pour moi de justifier la vulnérabilité d'un point de vue éthique, la vulnérabilité de l'android. Donc, le visage chez Lévinas, c'est très simple et à la fois complexe, bien sûr, puisque c'est un philosophe. Donc, le visage, c'est pas un visage littéral. Okay, c'est pas notre visage qu'on a sur nous. Le visage chez Lévinas, c'est un signe d'infinité de l'âme. Okay, donc, qui a un visage, il projette en nous ce devoir, le devoir de répondre, de notre autorité, de notre pouvoir, etc. Donc, si l'android a un visage, du coup, sa vulnérabilité nous pousse à nous-mêmes devenir vulnérables et lui permettre de vivre d'une certaine manière. Donc, avec sa vulnérabilité, l'android va prendre en otage, bizarrement, le joueur qui doit répondre de ses actes dans le jeu. Ok ? Donc, je passe. Voilà. Donc, on revient à l'idée d'animal. Donc, le problème chez Lévinas, c'est que dans sa notion de visage, il n'inclut ni les femmes, il y a des moments, ni les animaux, bien sûr, ni les végétaux, les non-humains, ils ne sont pas inclus. Il y a des moments, il n'inclut même pas certains hommes. Donc, il y a un gros problème au niveau de l'éthique lévinassienne que Jacques Derrida va pointer du doigt. Il va dire, en fait, il est hors question, du coup, chez Lévinas, d'accorder à l'animal des traits, des droits, etc. Donc, c'est bien le cas dans Detroit. Et donc, la théorie lévinassienne du visage, toute son éthique, se base sur le semblable. Que va dire Derrida ? Il va dire, non, en fait, on devrait plutôt dire que c'est le méconnaissable qui nous pousse à agir de façon plus éthique, finalement. Donc, vraiment, ce qui est intéressant dans le méconnaissable, c'est que d'un coup, on tombe dans le unheimlich. On pourrait prendre cette théorie-là aussi et dire que l'android, c'est les deux. Il est à la fois semblable à l'homme, comme je vous l'ai dit, il est très radicalement humain, mais il est aussi méconnaissable dans le sens où il sera toujours réduit à sa nature machinique. Et donc, il est le méconnaissable, le unheimlich, celui qui fait peur, etc. Donc, on a deux façons de voir l'android. Est-ce qu'il a un visage ou non ? Ça ne répond pas vraiment à la question. Du coup, je me tourne vers Judith Butler, qui, elle, critique aussi Lévinas. Et elle dit que Lévinas, qu'à travers Lévinas, elle a elle-même sorti une théorie des 100 visages, the Levination face. Elle explique the faceless, à un moment, je ne trouve plus la ligne. Et en fait, elle décrit que les 100 visages dans la théorie éthique lévinassienne, ce sont tous ces gens, les vrais vulnérables, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun pouvoir, ce sont les minorités raciales, ethniques, etc. Et du coup, on pourrait dire que l'android, c'est ça, c'est universellement le représentant des minorités absolues. Et on le voit bien, Marcus à l'arrière du bus, ça nous rappelle Rosa Parks. On a également des violences sexuelles qui sont représentées dans le jeu. Donc l'android, c'est ce visage de tout le monde, en fait, de toutes les minorités, de tous les conflits en fait internes à la société humaine. Et donc dans l'android, on retrouve tous les jeux de pouvoir et de vulnérabilité qu'on a dans la société américaine en particulier, mais de façon plus universelle à travers une réflexion éthique qu'on engage quand on incarne l'android et quand on joue à Detroit Become Human. Voilà. Merci.
intéressant, même si ça a été un peu un coach par moment. Quand tu as bien fait ça, tu as bien fait ça. On peut passer aux questions. Ça était vraiment prête. Je suis toujours prête de parler d'Android avec toi. En fait, j'aimerais peut-être te donner l'opportunité de revenir sur un truc sur lequel je vais dire rapidement. Je ne suis pas sûre que je comprends ton shift du semblable au méconnaissable. C'est ça, méconnaissable? C'est ça. Voilà, excuse-moi. Donc, peut-être que je te donnerais l'opportunité de t'expliquer un peu plus en profondeur ce que tu veux dire spécifiquement pour le code d'Android. En fait, du coup, comme je vous l'ai dit, Lévinas, lui, il s'intéresse pratiquement qu'aux hommes, finalement, hein, une certaine partie des hommes. Et du coup, Lévinas va il y a des moments, préciser sa pensée en disant que le visage est accordé à nos semblables. Donc, Judith Butler et Derrida, ils réagissent à ça et ils disent « mais l'éthique, c'est pas ça, en fait. Au contraire, quand il y a quelqu'un qui ne me ressemble pas, c'est là que je vais me poser la question. C'est là que je vais me dire quelle sorte de pouvoir j'ai sur cette personne. Et que je vais me remettre en question. » Donc, lui, pour Derrida, c'est à partir du méconnaissable et non du semblable qu'on doit se poser des questions et qu'on doit repenser l'éthique, en gros. Donc, c'est là. Et c'est pour ça aussi que Judith Butler, à partir de la même réaction à Lévinas, elle va dire moi, je vais m'intéresser au sans-visage. Littéralement, tout le reste que toi, t'exclus Lévinas. Puis, en rapport avec l'Android, parce qu'on s'entend juste généralement l'Android qui est radical, donc qui pourrait être un humain si on ne savait pas qu'il était un Android. Exact. Donc, cet humain-là a généralement un visage qui est semblable. Exact. Et donc, comment tu fais ce lien-là, ce passage au méconnaissable, en sachant que l'androïde radical est fondamentalement semblable? En fait, c'est dans Detroit, comme j'avais commencé dans mon intro, j'avais dit qu'il était souvent défiguré. Et sa défiguration le déshumanise. Du coup, il le sort du semblable. Mais en plus de cela, il devient un être méconnaissable. Il y a plein d'androïdes dans Detroit qui sont tellement défigurés qu'on ne peut même plus les appeler androïdes d'une certaine manière. Ils deviennent tellement méconnaissables même de leur identité androïde, si ce n'est humaine, que on ne peut que les qualifier d'être monstrueux. Et c'est là qu'on peut parler de la vallée de l'étrange, du Unheimlich et de méconnaissable dans ce sens-là. Loïc, ensuite. Hier soir, j'ai fait ce que je vois parce que pour contexte, Kevsar et moi, moi, c'est pas l'Android dont j'aime mieux parler avec Kevsar, c'est Derrida. J'ai pris ma destination, puis je vais ouvert une page au hasard parce que, comme mentionné précédemment, le post-it que je m'étais mis, c'était sur la dernière page, ça m'intéresse pas malheureusement. Puis la quote que j'ai trouvée, je pense qu'elle répond bien à l'intervention d'Oxane. C'est sur l'indécidabilité. Sur la notion que l'indécidabilité, bon là, Derrida, étant Derrida, il parle sur ce que ce n'est pas pendant vraiment longtemps. Mais il dit, dans les trucs intéressants, on va dire que ce n'est pas quelque équivocité énigmatique, quelque ambiguïté historiale au mystère poétique du mot humain. On sait aussi Derrida, qu'il évoque sur des questions sexuelles. Mais, en tout cas, un paragraphe plus tard, il dit, ce qui compte ici, c'est la pratique formelle ou syntaxique qui le compose et décompose. Il note la notion que l'indécidabilité, puis là où je vois le lien avec le méconnaissable, c'est ce qui participe à la construction d'une éthique. Pas dans le sens de morale, de décider qu'est-ce qui est bien ou mal, mais le débat interne qui mène à cette construction-là. Ouais. Puis dans l'Android, je trouve super intéressant que tu notes ce paradoxe-là. L'Android, c'est ce qui mime l'humanité, puis en mimant l'humanité, ça mime du même coup la marginalité. Donc l'indécidabilité, où vous voulez en venir comme question? On va peut-être me venir à la fin. En tout cas, quelle différence tu fais entre indécidabilité et méconnaissable? L'indécidabilité, j'arrive pas à dire le mot. Le mot-là. Ce mot-là. Ça me fait penser au fait que d'être au milieu, en fait. D'être ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est typiquement ce que je développe, pas avec ce mot-là, mais avec le mot intermédialité. Ouais, c'est ça. Du coup, avec la théorie intermédiale, je développe un peu plus ce côté-là.
et je m'éloigne de la philosophie morale du coup, mais je m'intéresse au fait d'être un hybride, mais aussi aucun des deux. Donc l'hybride, ça veut dire d'être les deux en même temps, et l'android, il est les deux en même temps d'une certaine manière, mais il y a des moments, il est aucun des deux. Et en fait, c'est cette tension qu'on pourrait trouver chez l'android, c'est qu'il est à la fois un post-humain, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'humain non pas comme l'humain au centre de tout, l'humain hégémonique, etc. On va aussi inclure les autres choses, les non-humains, les végétaux, les animaux, etc. Mais l'androïde, parce qu'il ressemble à l'humain, on va retourner vers un humanisme. Donc il y a une contradiction, il y a un humanisme dans l'androïde et un post-humanisme, il y a un anthropocentrisme et un désanthropocentrisme. Donc c'est une figure complètement paradoxale qui rentre dans ce que tu es en train de dire finalement, et qui engage plein de philosophies différentes. Et c'est pour ça que, par exemple, ce mot, je ne l'avais pas réfléchi, mais en tout cas, c'est une belle piste pour aussi l'allier avec l'intermondialité et le fait d'être aucun des deux et les deux en même temps. J'ai une question complémentaire un peu troll. Après ça, on aura Jessie. Quand j'ai dit différence, tu l'as entendu avec un A ou un E? Avec un A. Moi, je voudrais revenir sur l'idée de la figure universelle de marginalisation de l'android. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Mais après ça, je me demande si tu considères qu'il y a peut-être une portée rhétorique à travers ça pour le fait d'exprimer. J'ai l'impression qu'on pourrait quasiment faire une lecture antispéciste de l'android. Mais malgré tout, même si effectivement l'android de n'importe quel visage dans le contenu, j'imagine tellement mal essayer de faire passer un message antispéciste néanmoins à travers ça, parce qu'il y a quand même une distance qui se forme entre l'humain et l'animal et l'humain, même si c'est injustifiable à mon avis. Mais je pense à ces temps aussi, est-ce que malgré tout, on serait capable après ça de s'intéresser à une rhétorique autour des personnes humaines marginalisées, ou est-ce qu'il y a encore des limites qui sont infranchissables, ne serait-ce que parce que non, moi je ne me reconnais pas avec quelqu'un avec une autre couleur de peau, for some reason. Bref, est-ce que ça donne une portée rhétorique? Est-ce que tu penses que l'android peut quand même nous aider à essayer de mieux comprendre cette marginalisation? C'est contradit. Alors moi je pense que totalement en fait, c'est vraiment un outil fictionnel qui nous sert à ça. Je l'analyse très peu dans ma thèse, mais j'ai quand même une réflexion en background qui s'active, notamment quand je vois la différence, donc je reviens à Detroit Become Human pour répondre à cette question, quand je vois la différence entre ces deux personnages et celui-ci. La grosse différence dans Detroit, c'est que ces deux personnages sont obligés de dévier, il n'y a pas de choix. En tant que joueur, je ne fais pas le choix de dévier ou pas avec ces deux personnages. Avec celui-là, je peux. Pourquoi ? Parce que lui, c'est un personnage, un homme blanc, et c'est un agent de police. Lui, c'est un homme noir qui sert une personne handicapée. Elle, c'est une femme domestique qui subit des violences physiques de la part d'un père, d'une figure paternelle. Donc on voit que ces deux personnes sont marginalisées. Elles n'ont pas le choix de dévier, c'est-à-dire de désobéir, de se rebeller contre le système. Lui, il peut jouer sur les deux camps. Pourquoi ? Parce que c'est la représentation, et c'est pas anodin qu'en fait dans ce jeu c'est comme ça. Lui, c'est la représentation du pouvoir, pouvoir de la classe donc qui a le pouvoir. Et eux, c'est la représentation des minorités. Donc, en fait, je réponds un peu à ta question à l'envers, c'est-à-dire que l'android, il est les deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois le tout-puissant et le vulnérable, et lorsqu'il est le vulnérable, il a une palette de représentations qui s'offre à lui, et il peut se morpher, finalement, se transformer continuellement, un peu comme une chimère, finalement, en différentes ethnicités, minorités, que ce soit des minorités sexuelles ou autres. Et du coup, la seule limite de l'android, c'est de ne pas pouvoir devenir une plante. Et là, c'est nous-mêmes qui allons peut-être continuer la réflexion au-delà de sa limite représentationnelle et inclure le non-humain jusqu'à ceux qui ne ressemblent pas du tout à l'humain. Mais ça rebondit directement. Okay, si tu vas dire, vas-y, puis après ça je pense rapidement que ça me rapproche avec Detroit spécifiquement, mais si on retourne à Do Android Stream of Electric Sheep, qui je pense, c'est paradigmatique et important de la question en général,
le cas de l'animal dans The Android Stream of Electric Sheep est particulièrement important. Je ne sais pas si peut-être ça peut compléter la réflexion sur le fait d'étendre justement le statut d'Android aux animaux, mais tout de suite, ça m'a fait penser à ça parce que c'est une espèce de. C'est un peu compliqué, mais cette espèce d'empathie-là envers les animaux est vue comme étant cette espèce de caractéristique fondamentalement humaine qui sépare un peu l'humain de l'androïde, la manière dont on est capable de voir cette séparation-là. Fait que je pense qu'on peut très facilement étendre, même juste dans cette œuvre de fiction-là, à la figure de l'androïde, à la figure animale, de manière assez presque explicite. Oui, en fait, c'est presque inévitable dans la fiction d'Android, que ce soit dans Do Android Stream of Electric Sheep, mais aussi de façon un peu plus subtile, peut-être dans d'autres itérations. Je pense au jeu Blade Runner de 1997, où contrairement à Blade Runner, le film, on a encore la centralité de l'animal dans l'intrigue. Et même dans Detroit, il y a des moments où tu vas avoir des animaux androïdes qui vont apparaître rapidement, mais ça va quand même te poser la question. Surtout quand moi, en tant que chercheuse, qui me concentre sur ça, je ne peux pas éviter de voir des parallèles en fait, avec les animaux et les androïdes. Et ça, c'est vraiment dans toute la fiction de l'androïde. À chaque fois, il y aura un moment où on va montrer l'androïde comme une bête sacrificielle, rien que d'un point de vue thématique. Mais on va littéralement le juxtaposer visuellement avec des animaux, et là, tu vas te poser la question automatiquement. Donc, j'ai l'impression que c'est devenu un archétype de l'histoire de la fiction de l'android, en fait. Mais peut-être que ça témoigne aussi d'un certain niveau de réflexion qui est peut-être conscient ou inconscient, de cette espèce de parallèle-là entre la figure marginale et la figure de l'animal. Tu sais, je ne sais pas à quel point le Québec n'est pas une personne si extraordinaire. Ça, disons-le. Et consciemment voulait faire ce parallèle-là entre les personnes marginalisées en général et l'animal, mais reste que c'est quelque chose qui est tellement là dans l'imaginaire, comme tu sais, c'est tellement presque intrinsèquement lié qu'on ne peut pas s'empêcher de voir ce lien. Je suis tout à fait d'accord. On vient de parler un peu de l'étymologie de tout ça précédemment, puis pour moi, c'est un non-sens un peu de parler d'androïdes animaux, dans le sens où est-ce que l'étymologie même d'androïde n'est pas en lien avec la ressemblance à l'homme. Puis d'une part, au début, tu nous avais montré Dolores et puis je ne sais plus son nom, mais oui, voilà, Rachel. Puis tu nous dis aussi ces androïdes. Est-ce que tu ne fais pas une distinction entre androïdes et gynoïdes dans ce cas-ci, qui ressemble à la femme de ce point de vue-là, d'une part. Et puis d'autre part, moi, dans mes questions de recherche, je suis plutôt obsédé par qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un autre corps, un corps différent. Est-ce que cette question-là n'est pas révélée? Puis en fait, ayant joué à une version, on va dire, de Detroit Become Human, je n'ai pas exploré toutes les branches. J'ai pas vu, on dirait, cette question-là tant que ça, de mais qu'est-ce que ça veut dire d'être une machine et d'être peut-être au-delà de l'homme. La question tourne beaucoup aujourd'hui là, avec genre, en quoi est-ce que l'androïde est humain ou pas, ou plutôt plus sur le côté est humain, et non pas sur qu'est-ce qu'il est au-delà ou différemment de l'humain. Aussi, il y a deux questions. Okay, pour la première partie de ta question sur l'étymologie, en effet, andros, ça veut dire l'homme, et eidos, ça veut dire la forme de. Donc l'androïde, c'est littéralement la forme de l'homme. Et il y a un mot qui s'oppose au gynoïde, comme tu as dit, gyno, c'est la femme. Donc on le retrouve dans misogyne pour l'anecdote. Mais en fait, je ne fais pas la distinction. J'ai choisi de simplifier et d'aller directement utiliser le mot le plus utilisé finalement pour toutes, un peu comme le mot de la race de l'androïde, contrairement à la race humaine. Et donc, j'ai fait ce choix de simplification. Pour ta deuxième partie de la question, est-ce que tu peux juste me rappeler rapidement? On semble être concentré sur l'aspect de comment est-ce que ça ressemble à l'humain, au-delà ou différent, même ces androïdes qui sont des animaux. Ouais. En fait, il y a je dirais que la source de ce questionnement et la réponse, peut-être, ça vient du conflit. Dès lors que tu es en conflit avec quelqu'un, tu vas te dire qu'est-ce qui ressemble à moi et qu'est-ce qui ne ressemble pas. Et du coup, ça, c'est exploré de différentes manières. Par exemple, dans Blade Runner, cette différence,
elle est littéralement dit, enfin la conclusion, c'est que l'android est plus humain que l'humain. More human than human. Donc ça, c'est la réponse que donne Blade Runner. Dans d'autres fictions, dans Westworld, on ne va pas vraiment savoir. Il y a des moments, l'android va dire « Oui, je suis capable de la même chose que l'homme, donc je suis égal ». Donc il y a plein de façons de prendre la question. Et au bout d'un moment, on se pose la question de pourquoi cette question. Et on se dit, finalement, la réponse à ça, c'est une non-réponse, c'est-à-dire que l'android, c'est à la fois l'humain et l'opposé à l'humain, l'ennemi autrui et l'humain, littéralement. Donc en fait, c'est même plus, je m'intéresse même plus à cette question. Ce que je m'intéresse, c'est comment est-ce qu'un outil fictionnel comme l'android nous amène à créer des questions pareilles, en fait, et à explorer ces questions. Du coup, cette question, c'est même plus une question pour moi, c'est un terrain d'étude, carrément. Et du coup, dans ce terrain d'étude, j'explore différentes façons de le voir, à travers la philosophie, à travers le posthumanisme, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Très externe à tout ça, là. Je vais te poser une question parce que tu parlais de l'étymologie, puis je voulais juste revenir sur une partie que j'ai comme pas compris. C'est quand tu parlais de Android égale HOS, puis là, tu avais mis différents mots. Ouais. Puis je voulais savoir un peu pourquoi Android égale ce suffixe-là HOS. Ouais. Je l'ai googlé vite, en grec ancien, ça veut dire ce, puis je comprends pas. Ouais. Alors en fait, c'est parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer toute ma réflexion sur ce qui se passe au niveau du jeu vidéo spécifiquement, en fait. Parce que l'android, c'est un avatar dans le jeu vidéo. Et du coup, on rentre dans son corps. Et là, du coup, ça revient à mon titre, faire corps avec et faire face à l'android. Donc, dès qu'on rentre dans son corps, il est celui qui nous accueille. Donc, celui qui nous accueille, c'est un hôte, par définition. Donc, la dynamique de ma problématique, c'est comment est-ce que de celui qui l'accueille, il est aussi celui qui est hostile envers l'humanité, celui qui est hospitalier envers le joueur et envers les questions, etc., qu'on peut se poser, et aussi l'otage. Donc, en fait, j'utilise l'étymologie du mot host, du mot otage, pour explorer toutes les autres mots qui sont nés de cette racine. Et c'est juste un moyen rhétorique pour moi de faire un lien, en fait, avec toute ma réflexion. Donc, c'est vraiment... et c'est même un jeu de mots qu'utilise Lévinas dans sa pensée. Donc, c'est un moyen, en fait, juste de s'amuser avec le langage et grâce au jeu qu'on fait avec le langage, se retrouver à réfléchir avec le jeu qui est créé avec le langage. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Je voulais revenir sur le schéma des transformations dont tu parlais tantôt. C'est ça, l'humain cyborg, quand la console fait office d'augmentation technologique. Et en fait, concrètement, comment se fait la bascule entre l'android et l'humain? C'est lorsque le joueur infuse ses valeurs, ses croyances dans le personnage qu'il incarne. Et donc, dans ce cas, est-ce que ce serait plus, cette transformation serait plus effective dans le cas où on incarne Connor parce que lui a le choix de dévier ou de ne pas dévier alors que les autres on suit la trame qui nous a été... Est-ce que c'est quand on doit maintenir la gâchette pour briser le mur du code? Est-ce que, à quel moment... est-ce que dans l'interaction d'ailleurs ça se passe ou plutôt dans les récits? Alors je dirais que c'est à travers les choix du joueur. Donc comme toute la jouabilité passe par le choix, c'est littéralement le chemin emprunté qui va te dire quel type d'humain t'es en fait finalement. Dis-moi quel type d'android tu joues pour que je te dise qui tu es. En gros, c'est un peu ça le jeu. Et c'est pour ça que je pense que le titre même nous met sur la piste. Dès qu'on prend en compte Detroit Become Human, j'ai un jeu qui est en train de me dire, qui me dit de devenir humain, qui m'impose ça. Donc dans ma réflexion, quand je joue à Detroit, je me dis forcément le résultat de mon jeu, ça va être quel type d'humain je suis. Donc, on l'explore de 3 façons, comme tu l'as dit. Et c'est vrai qu'avec Connor, on a une complexité qu'il n'y a pas dans les autres. Mais c'est fait exprès, justement, comme je disais tantôt. C'est vraiment... La complexité, elle est possible que si tu as un pouvoir. Elle n'est pas possible si tu n'as pas de pouvoir.
Donc les deux autres, en fait, ils subissent finalement la vulnérabilité, ils s'en détachent vraiment jamais. Parce que même dans la société humaine, finalement, où ils se retrouvent à la fin, ils n'ont pas le pouvoir parce qu'ils sont minoritaires, de toute manière. Alors que Connor, lui, il peut se morfondre, enfin, il peut se transformer en le statut absolu du pouvoir, même dans la société humaine. Donc c'est vraiment, voilà, à la fin, on se dit, en tant que joueur, moi personnellement, en tant que personne racisée, je m'identifie plus à Cora et Marcus en même temps qu'avec Connor, qui je vois comme un peu comme un antagoniste, en fait, finalement, ou comme un allié de ma cause, dépendamment de ce que je fais avec eux.